Les rares livres vous présentent aujourd'hui Les clés de la richesse de James Allen. Un livre ancien, mais porteur d'une vérité éternelle. Ta richesse ne commence pas dans ton compte en banque, mais dans la manière dont tu penses. Dans un monde agité par le doute, ce livre vient rappeler une chose: la richesse extérieure est le reflet fidèle de ta richesse intérieure. Prépare-toi à plonger dans une sagesse profonde où chaque mot est un levier pour transformer ton esprit et aligner tes pensées sur l'abondance vraie. Introduction. Dans le vaste océan de la littérature qui promet la richesse et le succès, rares sont les joyaux qui brillent d'une lumière aussi pure et intemporelle que les œuvres de James Allen. Ce penseur britannique, dont la vie même fut un témoignage de la philosophie qu'il enseignait, n'était pas un magnate des affaires ou un gourou des finances, mais un maître de la pensée, un alchimiste de l'âme humaine. Né en 1864, sa propre existence fut marquée par la quête d'une vérité plus profonde que les illusions matérielles. Il s'est retiré du tumulte du monde des affaires pour embrasser une vie de contemplation et d'écriture, offrant au monde des textes d'une densité spirituelle et pratique étonnante. Sa philosophie de vie peut se résumer en une phrase, simple en apparence, mais révolutionnaire en son essence. La vie extérieure est le miroir parfait de la vie intérieure. Nous ne sommes pas les victimes du destin, mais les architectes de notre propre réalité, nos pensées étant les outils invisibles de cette construction. Le livre que nous allons explorer ensemble, Les clés de la richesse, est un trésor oublié, une pépite d'or pur pour quiconque cherche la vraie richesse. Non pas celle qui s'accumule dans les coffres ou les comptes en banque, mais celle qui se cultive au plus profond de l'être. Dans un monde obsédé par les gains rapides, les démonstrations ostentatoires de fortune et la poursuite incessante de l'avoir, James Allen nous offre une perspective radicalement différente. Il nous invite à regarder au-delà des apparences, à sonder les fondations invisibles sur lesquelles toute prospérité durable est bâtie. Ce n'est pas un manuel pour devenir millionnaire en un claquement de doigts, mais un guide spirituel pour devenir l'architecte conscient de sa propre abondance. Une abondance qui commence par la transformation de soi. Pourquoi ce livre est-il un trésor? Parce qu'il va à l'encontre des idées reçues. Il ne prône pas la course effrénée aux possessions, mais la cultivation d'un esprit juste. Il ne promet pas de la richesse sans effort, mais de la richesse comme une conséquence naturelle d'un travail intérieur profond et d'une action alignée. Allen nous rappelle que la pauvreté et la richesse sont d'abord des états d'esprit. Un homme peut être entouré de biens et se sentir pauvre en son âme, tandis qu'un autre, dépourvu de possession, peut rayonner d'une abondance intérieure qui attire à lui toutes les formes de prospérité. C'est une sagesse qui était chérie par les anciens, ceux qui savaient que la véritable fortune réside dans la maîtrise de soi, dans la pureté du cœur et dans la noblesse de la pensée. L'auteur ne se contente pas de moraliser, il révèle des lois universelles, immuables. Il nous montre que le monde extérieur n'est qu'une manifestation de notre monde intérieur. Si nous voulons transformer notre réalité financière, relationnelle ou spirituelle, il nous faut d'abord transformer le terrain fertile de nos pensées. C'est une vérité simple, parfois déroutante par sa simplicité, mais d'une puissance redoutable. Les clés de la richesse est une invitation à devenir un jardinier conscient de son propre esprit, à semer les graines de la prospérité véritable, en choisissant avec discernement les pensées que nous cultivons. Le cœur de la philosophie de James Allen est de poser les bases de ce qu'est la richesse selon l'auteur. Une richesse intérieure avant tout. Pour lui, la richesse n'est pas une fin en soi, mais un sous-produit, une conséquence naturelle d'un certain état d'être. Elle découle de l'ordre mental, de la discipline du caractère, de la sagesse de l'action et de la pureté du cœur. Un homme riche en esprit, en vertu, en intégrité, en persévérance, finira par attirer à lui la richesse matérielle, non pas par magie, mais par une loi de cause à effet aussi inéluctable que la gravité. C'est une perspective qui nous responsabilise pleinement, nous libérant de l'idée que nous sommes à la merci des circonstances ou de la chance. Nous devenons les artisans de notre destinée, nos pensées étant les plans et nos actions, les constructions. Imaginez une fontaine. Si la source est pure et abondante, l'eau qui s'en écoule sera pure et abondante. De même, si votre source intérieure, vos pensées, vos croyances, votre caractère est riche et ordonné, alors le flux de prospérité dans votre vie sera riche et ordonné.
La richesse n'est pas quelque chose que l'on acquiert en premier lieu de l'extérieur, c'est quelque chose que l'on cultive de l'intérieur et qui, inévitablement, se manifeste à l'extérieur. C'est le principe de la correspondance, tel que l'intérieur, tel que l'extérieur, tel que le microcosme, tel que le macrocosme. Dans les chapitres qui suivent, nous allons décrypter chaque aspect de cette philosophie, explorant les liens profonds entre nos pensées et notre prospérité, la puissance indomptable du caractère, le travail comme fondement sacré, la pensée créative comme force de manifestation, l'intégrité comme chemin infaillible, la paix intérieure comme magnétisme de succès, et enfin la richesse comme un noble service. Chaque chapitre sera une porte ouverte sur une facette de cette sagesse, vous invitant à une réflexion profonde et à une transformation personnelle. Ce voyage dans les écrits de James Allen promet d'être non seulement instructif, mais aussi profondément transformateur. Il vous offrira des perspectives nouvelles sur la richesse, bien au-delà de sa définition conventionnelle, et vous donnera des outils intérieurs pour bâtir une vie d'abondance véritable. Si cette exploration de la sagesse intemporelle de James Allen résonne en vous, si l'idée de déverrouiller les clés d'une richesse authentique, ancrée dans la conscience et le caractère, vous appelle, alors nous vous faisons une invitation douce à suivre cette aventure avec les rares livres. Notre mission est de vous éclairer le chemin en partageant ces trésors de connaissances, ces ouvrages qui ont le pouvoir de changer des vies. En vous abonnant à les rares livres, vous soutenez cette quête de sagesse et vous vous assurez de ne manquer aucune de ces pépites. Rejoignez notre communauté d'explorateurs de l'esprit. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour ne rater aucun chapitre de cette série fascinante et pour continuer à nourrir votre âme de savoirs précieux. Le voyage ne fait que commencer et les premières clés sont à portée de main. Chapitre 1. L'origine de la richesse. Nous pénétrons maintenant au cœur de la sagesse de James Allen, là où il révèle la loi fondamentale qui gouverne l'acquisition de la richesse et plus largement la manifestation de toute réalité dans nos vies. Cette loi est d'une simplicité désarmante, mais sa profondeur est telle qu'elle échappe à la plupart des esprits, emprisonnés dans les illusions du monde extérieur. Il s'agit du lien indissoluble entre nos pensées, notre attitude intérieure et notre prospérité extérieure. Pour Allen, la richesse n'est jamais le fruit du hasard ou de la fortune aveugle. Elle est toujours et sans exception la conséquence directe d'un état mental préalable. Imaginez l'esprit humain comme un jardin, non pas un jardin physique que l'on cultive avec des outils, mais un jardin invisible, dont le sol est fertile et capable de faire germer n'importe quelle graine. Chaque pensée que vous nourrissez est une graine. Si vous semez des graines d'abondance, de confiance, de vision claire et de persévérance, votre jardin produira inévitablement une récolte de prospérité. Mais si vous laissez tomber des graines de doute, de peur, de limitation, de jalousie ou de paresse, alors votre jardin intérieur sera envahi par les mauvaises herbes de la pauvreté sous toutes ses formes. L'univers, tel un jardinier impartial, ne fait aucune distinction entre les bonnes et les mauvaises graines. Il se contente de faire germer ce qui est semé. Ce n'est pas une métaphore, c'est, pour James Allen, une loi cosmique. Nos pensées sont les véritables causes, et nos circonstances extérieures, y compris notre richesse matérielle, ne sont que les effets. La pauvreté et l'opulence ne sont pas des accidents de la vie. Elles sont les conséquences manifestes de certains états de conscience. Un homme peut naître dans la misère et s'élever à la fortune, non par un coup de chance, mais parce qu'il a cultivé en lui les pensées et l'attitude qui attirent la richesse. Inversement, un homme né dans l'abondance peut tout perdre s'il nourrit des pensées de gaspillage, de négligence ou de désordre. La richesse comme prolongement de l'ordre mental est la pierre angulaire de cette philosophie. James Allen insiste sur le fait que l'ordre et le désordre qui se manifestent dans nos vies sont le reflet direct de l'ordre ou du désordre qui règne dans notre esprit. Un esprit clair, organisé, focalisé sur des objectifs définis avec une foi inébranlable, est un aimant pour la richesse. Un esprit chaotique, dispersé, rempli de doutes et d'incertitudes ne peut attirer que la confusion et le manque. Pensez à un architecte. Avant de construire un édifice imposant, il doit d'abord visualiser chaque détail, planifier chaque étape, concevoir chaque élément dans son esprit. L'ordre de la construction extérieure n'est qu'une extension de l'ordre mental du Créateur. De même,
La richesse que nous manifestons dans notre vie est la structure qui prend forme à partir des plans que nous dessinons dans notre esprit. Si ces plans sont flous, contradictoires ou empreints de peur, l'édifice de notre prospérité sera instable ou inexistant. Si les plans sont clairs, détaillés, imprégnés d'une vision noble, alors l'abondance se manifestera avec une force inéluctable. L'attitude intérieure joue un rôle capital dans ce processus. Une attitude de gratitude, même face aux défis, ouvre les portes à davantage d'abondance. La gratitude est une vibration élevée qui résonne avec l'univers et attire ce pourquoi nous sommes reconnaissants. Une attitude de générosité, même lorsque l'on pense manquer, est une affirmation de la richesse intérieure qui crée un flux de retour. Une attitude de confiance inébranlable, malgré les revers temporaires, maintient l'esprit aligné sur la prospérité. À l'inverse, une attitude de victimisation, de plainte constante, de jalousie ou de peur est une vibration basse qui repousse la richesse sous toutes ses formes. C'est comme vouloir attirer le soleil en se tenant dans l'ombre et en maudissant la lumière. James Allen nous invite à une introspection honnête. Observez votre vie actuelle, votre situation financière, vos relations, votre état de santé. Chaque aspect est un miroir de vos pensées dominantes et de votre attitude intérieure. Si vous constatez un manque, un désordre, une insatisfaction, ne blâmez pas les circonstances extérieures. Regardez à l'intérieur. Quelle est la qualité de vos pensées? Quelles sont les croyances profondes qui régissent vos perceptions et vos actions? Les défis extérieurs ne sont que des symptômes, des invitations à réajuster le programme maître qui se trouve dans votre esprit. Je me souviens d'une rencontre, il y a de nombreuses années, avec un homme d'affaires qui avait connu des sommets de réussite avant de tout perdre. Il était en faillite, abattu et se plaignait amèrement du marché, de la concurrence, des trahisons. Il voyait sa perte comme un événement externe, une injustice du destin. Je lui ai alors timidement partagé la perspective de James Allen, celle que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Au début, il a résisté. Comment mes pensées pourraient-elles avoir causé cela? J'ai travaillé dur. Mais je l'ai encouragé à regarder au-delà de l'effort physique. Je lui ai demandé de se souvenir de son état d'esprit lorsqu'il était au sommet. Il a décrit une confiance inébranlable, une vision claire, une générosité envers ses employés et ses clients. Puis, je lui ai demandé de se remémorer ce qui s'était passé juste avant le déclin. Il a hésité, puis a confessé un sentiment grandissant d'arrogance, une perte d'attention aux détails, une négligence dans ses relations d'affaires et surtout une peur de la concurrence qui le poussait à prendre des décisions hâtives et mal avisées. Ses pensées avaient basculé du positif au négatif, de l'ordre au désordre, et sa réalité matérielle avait suivi. Ce fut une révélation pour lui. Il a compris que la richesse n'est pas seulement le résultat d'actions, mais de la qualité de l'esprit derrière ses actions. Il a alors entrepris un travail intérieur colossal. Il a commencé par cultiver des pensées de discipline, de gratitude pour les leçons apprises, d'humilité et de vision à long terme. Il a pardonné aux autres et à lui-même. Il a reprogrammé son esprit, pas à pas. Lentement, mais sûrement, les opportunités ont recommencé à apparaître. Il a reconstruit son entreprise sur des fondations plus solides, celles d'un esprit ordonné et d'une attitude juste. Son histoire est un témoignage vivant de la loi d'Allen. La richesse est un prolongement de l'ordre mental. La sagesse d'Allen est d'une profonde simplicité. Pour obtenir, il faut être. Si vous aspirez à la richesse, vous devez d'abord devenir la personne qui attire et gère la richesse. Et cette transformation commence au niveau de la pensée. Chaque fois que vous choisissez une pensée de manque, de jalousie, de peur, vous activez des énergies qui repoussent l'abondance. Chaque fois que vous choisissez une pensée de gratitude, de générosité, de confiance, vous activez des énergies qui l'attirent. C'est une loi de cause à effet aussi implacable que celle qui veut qu'une pomme tombe d'un arbre. Le désordre mental se manifeste sous de multiples formes. Les doutes chroniques, les pensées contradictoires, l'indécision, l'incapacité à se fixer des objectifs clairs et à s'y tenir. Un esprit désordonné ne peut jamais créer un ordre extérieur durable. Les finances reflèteront la confusion, les projets stagneront, les opportunités sembleront se dérober.
car l'univers ne répond pas à l'incohérence. Il répond à la vibration claire et ordonnée de la pensée. Cultiver l'ordre mental, c'est d'abord apprendre à maîtriser l'agitation intérieure. C'est choisir de ne pas laisser son esprit errer sans but, mais de le diriger avec intention. C'est développer la capacité à se concentrer sur une seule pensée, un seul objectif, avec une persévérance inébranlable. C'est aussi éliminer les pensées parasites, les croyances limitantes qui ont été semées par l'environnement ou les expériences passées. C'est un travail de désherbage constant. James Allen nous dirait que la prospérité ne peut résider durablement qu'avec ceux qui cultivent la sérénité et la clarté d'esprit. L'homme qui se plaint constamment de sa situation financière, qui rumine des pensées de pauvreté et de frustration, ne fait que renforcer les chaînes de sa propre misère. Ses paroles, ses attitudes, tout son être vibre sur une fréquence qui repousse l'abondance. La richesse véritable, celle qui dure et qui apporte la paix, n'est jamais le fruit d'une spéculation effrénée ou d'une chance passagère. Elle est la récolte mûre d'un esprit discipliné, d'une âme ordonnée. C'est une symphonie harmonieuse entre nos pensées et nos actions. L'abondance matérielle n'est que la concrétisation de l'abondance mentale et spirituelle qui a été cultivée à l'intérieur. Pour commencer à appliquer cette loi, observez vos pensées dès maintenant. Quelles sont les pensées dominantes qui traversent votre esprit concernant l'argent, la réussite, la prospérité? Sont-elles positives et constructives ou sont-elles limitantes et négatives? Prenez conscience de l'attitude que vous adoptez face aux défis financiers. Est-ce une attitude de peur et de résignation ou de confiance et de détermination? Chaque pensée est une puissance en soi, une vibration qui façonne votre destin. En résumé, l'origine de la richesse, selon James Allen, ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans le sanctuaire de l'esprit. La prospérité extérieure est le reflet fidèle de la qualité de nos pensées et de l'ordre de notre monde intérieur. En cultivant des pensées de clarté, d'ordre, de foi, de gratitude et d'abondance, nous semons les graines d'une récolte inévitable de richesse sous toutes ses formes. C'est une loi immuable et la maîtriser, c'est prendre les rênes de son propre destin. Mais l'ordre mental et les pensées ne sont qu'une partie de l'équation. Ils sont les racines. Pour que l'arbre de la richesse porte ses fruits, il faut que ces racines soient nourries par un tronc solide, le caractère. C'est pourquoi notre prochaine exploration nous mènera à la puissance du caractère et comment la discipline intérieure forge la réussite et le rôle de la force morale et du calme dans l'élévation matérielle. Chapitre 2. La puissance du caractère. Si nos pensées sont les graines et l'ordre mental le jardinier, alors le caractère est le sol fertile et le tronc solide sur lequel toute richesse durable doit s'ancrer. James Allen, avec sa clarté pénétrante, nous révèle que la prospérité véritable n'est pas une question de chance ou d'opportunité extérieure, mais le reflet direct d'une force intérieure, la puissance du caractère. Un homme ne peut s'élever au-delà de la qualité de son caractère, et toute fortune acquise sans cette fondation morale est comme une maison bâtie sur le sable, vouée à s'effondrer. Le concept de caractère, tel qu'Allen le conçoit, englobe un ensemble de vertus et de disciplines intérieures qui forgent l'individu et le rendent capable de naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de l'existence, tout en construisant une réalité stable et abondante. Au cœur de cette puissance se trouve la discipline intérieure, le gouvernail qui dirige l'âme et le corps vers la réussite. La discipline intérieure n'est pas une contrainte imposée de l'extérieur, mais une automaîtrise choisie, une volonté ferme de diriger ses pensées, ses émotions et ses actions vers un but noble. C'est l'art de dire non aux impulsions du moment qui nous éloignent de nos objectifs à long terme, et de dire oui aux efforts soutenus et aux choix difficiles qui nous en rapprochent. Un esprit indiscipliné est un esprit dispersé, incapable de concentrer ses énergies sur une seule direction. De telles énergies, comme des rayons de soleil sans lentilles, ne peuvent jamais allumer un feu. Mais un esprit discipliné, focalisé, canalise toutes ses forces vers la réalisation, transformant l'idée en réalité. Prenez l'exemple de la persévérance. C'est une facette essentielle de la discipline intérieure. Les chemins de la richesse, qu'elles soient matérielles, intellectuelles ou spirituelles, sont rarement des lignes droites. Ils sont semés d'obstacles, de doutes, d'échecs apparents. Sans une persévérance inébranlable,
L'individu abandonne au premier signe de difficulté, laissant ses rêves s'évanouir. La persévérance est la force qui nous permet de nous relever après une chute, d'apprendre des erreurs, de continuer à avancer quand tout semble perdu. C'est la conviction profonde que l'effort continu finira par percer, que la patience finira par porter ses fruits. Un esprit discipliné comprend que la vraie défaite n'est pas de tomber, mais de refuser de se relever. La diligence est une autre manifestation cruciale de la discipline intérieure. C'est l'habitude de l'effort constant, de l'attention aux détails, de l'achèvement des tâches. L'homme diligent ne remet pas au lendemain ce qui peut être fait aujourd'hui. Il ne se contente pas du travail bâclé, mais s'efforce de toujours donner le meilleur de lui-même. Cette qualité n'est pas seulement utile dans le monde du travail. Elle infuse toutes les sphères de l'existence. Un esprit diligent est un esprit qui organise son temps, gère ses ressources avec sagesse et investit son énergie là où elle compte le plus. La richesse ne se hâte pas vers celui qui est paresseux et désordonné, car la richesse elle-même est une forme d'ordre et d'énergie concentrée. James Allen n'est pas le seul à souligner cette vérité. Les stoïciens de l'Antiquité, les philosophes orientaux et même les figures religieuses, tous ont insisté sur l'importance de la maîtrise de soi comme fondement de toute réussite et de tout épanouissement. La richesse extérieure est le reflet de cette richesse intérieure, de cette capacité à se gouverner soi-même avant de chercher à gouverner les circonstances. Au-delà de la discipline, le caractère se manifeste par la force morale et le calme intérieur, deux piliers essentiels dans l'élévation matérielle et spirituelle. La force morale est l'intégrité, l'honnêteté, la justice. C'est la capacité à agir selon ses principes les plus élevés, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. Un homme de caractère moral ne trompe pas, ne ment pas, ne profite pas de la faiblesse des autres. Il construit sa réussite sur des fondations solides de confiance et de respect. Or, la confiance est la monnaie invisible de toute transaction durable, qu'elle soit financière ou relationnelle. Un homme dont la parole est d'or, dont l'intégrité est inébranlable, attirera à lui les meilleures opportunités et les meilleurs partenaires. Les gains rapides obtenus par des moyens douteux sont éphémères et souvent suivis de pertes plus importantes, car ils violent les lois universelles de l'ordre. La force morale assure une prospérité durable, enracinée dans le respect de soi et des autres. J'ai vu, à maintes reprises, des individus doués de grandes capacités intellectuelles ou financières s'effondrer parce que leur caractère était corrompu. La cupidité, l'orgueil démesuré, le manque de scrupules finissent par ronger les fondations de leur succès, les laissant souvent dans une ruine bien plus profonde que celle qu'ils connaissaient avant leur ascension. C'est le revers de la médaille de la loi d'Allen, les forces invisibles qui élèvent un homme de caractère sont les mêmes qui sapent la richesse de celui qui manque d'intégrité. Le calme est la marque d'un esprit maître de lui-même. Dans le tumulte du monde moderne où le stress et l'agitation sont devenus la norme, le calme est une vertu rare et précieuse. Un esprit calme n'est pas un esprit inactif ou indifférent. C'est un esprit qui a appris à ne pas se laisser remporter par les vagues des émotions et des circonstances extérieures. Il prend des décisions avec clarté, sans être aveuglé par la peur ou l'excitation. Il voit les problèmes comme des défis à résoudre et non comme des catastrophes. Le calme est le terreau de la pensée juste. Dans un état de calme, la sagesse peut émerger, l'intuition peut parler et les solutions se révèlent. Les grandes idées qui mènent à la richesse, les décisions stratégiques qui transforment les entreprises, sont rarement prises dans la panique ou l'agitation. Elles naissent souvent dans le silence d'un esprit paisible et concentré. Un homme calme est un phare dans la tempête, rassurant ceux qui l'entourent et inspirant la confiance. Les investisseurs sont attirés par la stabilité, les partenaires par la fiabilité, les clients par la sérénité. La paix intérieure est un aimant pour la prospérité, car elle émet une vibration d'ordre et de confiance. James Allen nous dirait que la richesse extérieure est la manifestation de la paix intérieure. L'homme agité, inquiet, dont l'esprit est un champ de bataille de pensées contradictoires, ne peut jamais attirer une prospérité durable. Sa propre dissonance intérieure repoussera l'harmonie et l'abondance. La richesse n'est pas seulement l'accumulation de biens, elle est aussi la capacité à vivre dans un état de paix et de sérénité, quelles que soient les circonstances extérieures.
Cultiver ce calme est donc une étape essentielle vers l'élévation matérielle. Pensez à un artisan qui travaille sur une pièce délicate. S'il est agité, ses mains trembleront, son esprit sera dispersé et le résultat sera imparfait. Mais s'il travaille avec un esprit calme, concentré, ses mouvements seront précis, sa vision claire, et son œuvre sera un chef-d'œuvre. La même loi s'applique à la construction de notre richesse. Nos pensées, nos actions, nos relations, tout est impacté par le niveau de calme que nous maintenons en nous. J'ai été témoin, au fil des années, de la façon dont le calme intérieur d'un individu pouvait influencer toute une situation. Je me souviens d'une crise majeure dans une entreprise où les tensions étaient palpables, la panique menaçait de tout emporter. Le PDG, habituellement très énergique et parfois emporté, a étonné tout le monde par son calme inébranlable. Il ne niait pas la gravité de la situation, mais son visage était serein, sa voix posée. Il a écouté chacun, pris des décisions claires sans une once d'agitation. Son calme n'était pas une façade. C'était la manifestation d'une force intérieure profonde. Cette sérénité a eu un effet contagieux. Les équipes se sont senties rassurées, ont retrouvé leur concentration. Et ensemble, ils ont traversé la tempête, non seulement en sortant indemnes, mais en ressortant plus forts et plus unis. Ce PDG n'a pas seulement sauvé son entreprise par des stratégies financières, il l'a fait par la puissance de son caractère et son calme contagieux. Le chemin vers la richesse, tel qu'enseigné par James Allen, n'est pas une quête extérieure, mais une ascension intérieure. Il s'agit de sculpter son propre caractère, de polir ses vertus, de maîtriser ses impulsions. Chaque acte de discipline intérieure, chaque choix moralement juste, chaque moment de calme maintenu, est une pierre précieuse ajoutée à l'édifice de notre fortune véritable. Pour cultiver cette puissance du caractère, quelques pratiques s'imposent. La discipline de la pensée. Chaque matin, fixez-vous une ou deux pensées dominantes pour la journée, par exemple « je suis persévérant » ou « je suis calme et serein ». Répétez-les, visualisez-les et laissez-les imprégner votre esprit. Quand des pensées contraires surgissent, redirigez-les doucement vers votre intention. La pratique de la persévérance consciente. Choisissez une tâche ou un objectif que vous avez tendance à remettre à plus tard ou à abandonner facilement. Engagez-vous à y travailler chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes. Chaque petite victoire renforce votre muscle de persévérance. L'examen de conscience morale. Chaque soir, prenez quelques minutes pour évaluer vos actions de la journée. Ai-je agi avec intégrité? Ai-je été honnête dans mes paroles et mes intentions? Si vous avez manqué à vos principes, reconnaissez-le sans jugement excessif et décidez consciemment d'agir différemment le lendemain. Cette auto-réflexion forge la force morale. La culture du calme. Intégrez des moments de silence et de calme dans votre journée. Cela peut être quelques minutes de méditation, une promenade silencieuse ou simplement s'asseoir sans rien faire. Entraînez votre esprit à rester tranquille au milieu de l'agitation. La respiration consciente est un outil puissant pour ramener le calme. En développant ces aspects de notre caractère, nous ne devenons pas seulement des individus plus vertueux, nous devenons des aimants pour la réussite. Car la richesse, dans sa forme la plus pure et la plus durable, ne se manifeste que là où il y a une fondation solide de discipline, de force morale et de paix intérieure. James Allen nous le rappelle avec insistance. L'homme ne possède rien, il est possédé par ses pensées. L'homme ne manque de rien, il manque de ses pensées. Et ces pensées se traduisent directement par le caractère qui attire ou repousse la prospérité. L'homme qui maîtrise son caractère est maître de sa destinée. Il ne subit plus les caprices du hasard, mais crée sa réalité avec une intention consciente. Mais le caractère, aussi puissant soit-il, ne peut s'exprimer pleinement sans l'action. Et cette action, pour être fructueuse, doit être ancrée dans un principe fondamental que nous explorerons au prochain chapitre. Le travail comme fondement et comment le travail bien fait est la clé d'harmonie et d'abondance. Chapitre 3. Le travail comme fondement. Nous avons exploré comment les pensées et le caractère sont les fondations invisibles de la richesse. Mais l'esprit, aussi ordonné, et le caractère, aussi puissant soit-il, ne peuvent manifester la prospérité sans l'action. Et cette action trouve sa plus noble expression dans le travail. Pour James Allen, le travail n'est pas une simple tâche ou une contrainte nécessaire. Il est une pierre angulaire de l'existence, un acte sacré qui, lorsqu'il est accompli avec conscience et intégrité, devient une clé d'harmonie et d'abondance.
L'idée que le travail est un fardeau, une corvée dont il faut se libérer au plus vite, est une illusion moderne qui nous éloigne de notre véritable puissance créatrice. Dans les traditions anciennes, le labeur était souvent perçu comme une forme de méditation active, une manière d'exprimer son être le plus profond, de servir le monde et de se connecter aux lois universelles de la création. Le paysan qui cultivait sa terre avec amour, l'artisan qui sculptait le bois avec dévotion, le philosophe qui affinait sa pensée avec patience, tous étaient engagés dans une forme de travail qui les élevait. Le travail bien fait est cette forme élevée de travail. Il ne s'agit pas seulement de l'achèvement d'une tâche, mais de la qualité de l'effort, de l'attention aux détails, de l'amour et du dévouement que l'on y investit. James Allen nous enseigne que la véritable abondance ne découle pas de la quantité de travail, mais de sa qualité. Un travail bâclé, accompli sans cœur ni conscience, ne peut produire qu'un fruit médiocre, même si les apparences extérieures peuvent suggérer un gain temporaire. Un tel travail ne résonne pas avec les lois de l'univers qui valorisent l'ordre, la beauté et l'excellence. Quand vous accomplissez une tâche, quelle qu'elle soit, avec une conscience aiguisée, avec le désir sincère de donner le meilleur de vous-même, vous infusez cette action d'une énergie particulière. Cette énergie se manifeste de multiples façons. Elle crée un sentiment d'accomplissement intérieur, renforçant l'estime de soi et la confiance. Elle améliore la qualité du résultat final, le rendant plus précieux et plus durable. Et par une loi de résonance invisible, elle attire à vous de nouvelles opportunités, de nouvelles ressources et une reconnaissance qui n'aurait pas été possible autrement. Pensez à l'artisan d'autrefois. Il ne fabriquait pas seulement un objet, il y mettait son âme. Chaque coup de marteau, chaque sculpture, chaque finition était imprégnée de son attention et de sa passion. Les objets ainsi créés portaient une vibration particulière, un charme qui dépassait leur simple utilité. Ils étaient faits pour durer, pour inspirer, et ils attiraient naturellement la richesse vers leur créateur, non seulement matérielle, mais aussi celle de la réputation et du respect. C'est cela le travail bien fait, un acte d'offrande à la vie elle-même. À l'inverse, le travail fait à contre-cœur, avec un esprit de plainte ou de paresse, est un acte de destruction, même si le résultat visible semble le même. L'énergie négative investie dans la tâche finira par se retourner contre celui qui l'a émise, sous forme de frustration, de stagnation ou de manque. Car l'univers ne peut que refléter l'énergie que nous lui envoyons. Travailler sans cœur, c'est semer des graines de sécheresse dans son propre jardin. Ceci nous amène à la seconde vérité fondamentale. L'esprit dans lequel on agit détermine le fruit qu'on récolte. Le travail n'est pas seulement une activité physique ou mentale, c'est une expression de notre état d'être. L'attitude avec laquelle nous abordons nos tâches quotidiennes a un impact bien plus profond sur notre prospérité que les tâches elles-mêmes. Si vous travaillez avec un esprit de service, avec l'intention de créer de la valeur pour les autres, avec joie et gratitude, alors le fruit de votre labeur sera l'abondance. Votre énergie sera positive, contagieuse, et elle attirera à vous des clients, des partenaires, des opportunités qui résonnent avec cette vibration. Les portes s'ouvriront comme par magie, non pas par hasard, mais par la loi inéluctable de la cause et de l'effet. L'univers récompense l'esprit de service. En revanche, si vous travaillez avec un esprit d'amertume, de ressentiment, d'envie, ou simplement pour le seul gain personnel sans considération pour la valeur que vous offrez, alors même si des gains éphémères peuvent se présenter, ils ne seront pas durables. Ils ne porteront pas le fruit de l'harmonie et de la paix. L'argent gagné avec une mauvaise intention peut s'avérer être un poison, entraînant le désordre et le malheur. Car la vraie richesse, selon Allen, est inséparable de la paix intérieure et de la satisfaction. L'esprit de dévouement est le carburant invisible du succès durable. Le dévouement n'est pas de l'abnégation, c'est un amour pour ce que l'on fait, une joie dans l'acte de création. Quand vous aimez votre travail, quand vous y mettez votre cœur, même les tâches les plus modestes se transforment en opportunités d'expression et de croissance. Cette énergie positive est perçue par le monde et vous est rendue au centuple. Je me souviens d'une histoire que l'on racontait dans mon enfance, celle d'une femme qui vendait des légumes sur le marché. Elle n'était pas la plus riche, mais sa table était toujours la plus achalandée. Ses légumes n'étaient pas forcément plus beaux ou moins chers que ceux des autres. Mais cette femme avait une joie contagieuse.
Elle parlait à chaque client avec un sourire sincère. Elle donnait des conseils avec bienveillance. Elle touchait ses produits avec respect. Les gens ne venaient pas seulement acheter des légumes, ils venaient chercher un peu de sa lumière. Son travail était un acte d'amour, et l'abondance qu'elle recevait, non seulement financière, mais aussi en termes de relations et de respect, était le reflet direct de l'esprit avec lequel elle agissait. Sa prospérité était le fruit de son travail bien fait et de son esprit généreux. À l'inverse, j'ai vu des personnes intelligentes et compétentes, mais dont l'esprit était constamment teinté d'amertume ou d'une attitude de « je dois faire ceci ». Elles accomplissaient leurs tâches, mais sans joie, sans passion, en se plaignant intérieurement. Leur succès était limité, leurs relations tendues, et leur richesse, même si elle existait, ne leur apportait pas le bonheur. Leurs actions étaient des coquilles vides, dépourvues de l'esprit de vie. Pour James Allen, le travail est un miroir de l'âme. Si l'âme est en ordre, si l'esprit est pur, si le cœur est aimant, alors le travail qui en découle sera harmonieux et productif, et il mènera inévitablement à l'abondance. C'est une loi spirituelle qui gouverne le monde matériel. Le travail bien fait est une discipline qui affine notre caractère et élève notre conscience. C'est une prière silencieuse, un acte de dévotion à la vie. Pour intégrer cette sagesse dans notre quotidien, quelques réflexions et pratiques peuvent nous aider. La conscience dans l'action. Peu importe la tâche que vous accomplissez, qu'il s'agisse de votre travail professionnel, d'une tâche ménagère ou d'une activité bénévole, engagez-vous pleinement. Prêtez attention aux détails. Ne vous contentez pas de faire le minimum, mais efforcez-vous de le faire avec excellence. Chaque action, même la plus petite, est une opportunité d'exprimer votre perfection. L'esprit de service. Avant d'entreprendre une tâche, demandez-vous « Comment puis-je créer de la valeur ici ?» Comment puis-je servir au mieux? Que ce soit pour un client, un collègue ou votre famille, mettez l'intention de servir au premier plan. L'argent, la reconnaissance, l'abondance suivront naturellement, car l'univers répond à l'esprit de contribution. La gratitude au travail. Même dans les tâches les plus routinières, trouvez des raisons d'être reconnaissant. La possibilité de travailler, d'exprimer vos talents, de contribuer à quelque chose. La gratitude transforme une corvée en opportunité. Elle élève votre vibration et celle de votre travail. La purification des intentions. Observez l'esprit avec lequel vous agissez. Êtes-vous motivé par la peur, la cupidité, l'envie, ou par la passion, le désir de créer, le service? Si vos intentions sont impures, prenez un moment pour les réaligner. Le simple fait de reconnaître une mauvaise intention peut la dissoudre et permettre à une intention plus noble d'émerger. La persévérance joyeuse. Le travail bien fait demande souvent de la persévérance, mais cette persévérance ne doit pas être un fardeau. Cultivez la joie dans l'effort, la satisfaction de voir le progrès, même lent. Célébrez les petites victoires. En embrassant le travail comme un fondement sacré, nous ne nous contentons pas de gagner notre vie, nous construisons une vie riche de sens et d'abondance. Nous ne cherchons pas à échapper au travail, mais à nous élever à travers lui. James Allen nous enseigne que la prospérité véritable est le fruit d'un labeur conscient, accompli avec un esprit d'excellence et de service. C'est dans le cœur de l'action juste que la richesse trouve sa source la plus pure et la plus durable. Après avoir compris le rôle fondamental du travail et de l'esprit dans lequel il est accompli, nous allons maintenant explorer une autre dimension cruciale de la richesse selon James Allen, la puissance de l'esprit créatif. Notre prochain chapitre nous mènera à la pensée créative et à la vision, et comment créer sa richesse à partir de la pensée organisée et du pouvoir d'une vision noble et disciplinée. Chapitre 4. Pensée créative et vision. Nous avons navigué de l'origine de la richesse dans la pensée à la puissance du caractère forgé par la discipline, et de là au travail, acte sacré d'expression. Maintenant, nous nous élevons vers un autre sommet de la sagesse de James Allen, celui de la pensée créative et de la vision. C'est ici que l'esprit ne se contente plus de refléter l'ordre ou de suivre des principes, mais qu'il devient un architecte conscient de sa propre réalité, apprenant à créer sa richesse à partir de la pensée organisée. Le monde dans lequel nous vivons est une manifestation des pensées. Chaque invention, chaque œuvre d'art, chaque structure imposante,
a d'abord existé sous forme d'une idée dans l'esprit d'un être humain. Le même principe s'applique à la richesse. Elle ne jaillit pas du néant. Elle est la concrétisation d'une pensée claire, structurée et persistante. Pour James Allen, la fortune matérielle n'est rien d'autre que le résultat visible d'un processus mental. La pensée, dans son essence la plus pure, est créatrice. Elle est la graine invisible d'où toute forme émerge. Mais pour que cette graine germe et porte des fruits abondants, elle ne peut être dispersée ou confuse. Elle doit être organisée. Une pensée organisée est une pensée claire, focalisée, délibérément dirigée vers un objectif défini. C'est l'opposé du vagabondage mental, de la rumination stérile ou des aspirations floues. Imaginez l'esprit comme un vaste réservoir d'énergie potentielle. Sans organisation, cette énergie se dissipe dans toutes les directions, incapable de produire quoi que ce soit de substantiel. Mais lorsqu'elle est canalisée par une pensée disciplinée et structurée, elle devient une force irrésistible de manifestation. La richesse, sous sa forme la plus durable, est toujours le produit d'un esprit qui a maîtrisé l'art de la pensée organisée. Un homme qui ne sait pas ce qu'il veut ou qui veut des choses contradictoires ne peut jamais attirer la prospérité. Son énergie est fragmentée, et l'univers ne peut répondre à une demande aussi incohérente. C'est pourquoi James Allen insiste sur la nécessité de la clarté d'intention. Avant de chercher la richesse, il faut définir avec une précision cristalline ce qu'elle signifie pour vous. Est-ce une liberté financière, une capacité à servir, la possibilité de réaliser un projet spécifique? Plus votre pensée est claire et détaillée, plus votre subconscient et l'univers peuvent conspirer pour la manifester. La pensée organisée est le plan détaillé de l'édifice de votre richesse. Sans ce plan, vous construisez au hasard, ou pas du tout. Cette pensée organisée doit être soutenue par une foi inébranlable en sa propre capacité à manifester. Le doute est le ver qui ronge les fondations de toute création mentale. La confiance, en revanche, est le ciment qui lie les pensées et les rend solides, capables de résister aux tempêtes. La persévérance, dont nous avons parlé, est l'action continue qui découle de cette pensée organisée et de cette foi. Un esprit qui pense de manière désordonnée ne peut que produire des actions désordonnées, et donc des résultats chaotiques. Le processus de création de la richesse commence donc par une introspection. Quelles pensées sont dominantes dans votre esprit concernant la prospérité? Sont-elles organisées vers un but précis, ou sont-elles un mélange confus d'espoir, de peur et d'incertitude? La richesse est une science, et ses lois sont mentales. Celui qui comprend et applique ces lois peut s'élever, quelle que soit sa situation de départ. Au-delà de la pensée organisée se trouve le pouvoir d'une vision noble et disciplinée. Une vision est une image mentale claire et détaillée de l'avenir que l'on désire créer. Ce n'est pas un simple rêve éphémère, c'est un idéal élevé qui guide chaque pensée et chaque action. Une vision noble est celle qui ne sert pas seulement l'intérêt personnel, mais qui contribue au bien-être des autres, qui élève la conscience collective. Le monde est le champ de jeu de ceux qui ont une vision. Les grands bâtisseurs d'empires, les inventeurs qui ont transformé l'humanité, les leaders qui ont inspiré des nations, tous étaient des hommes et des femmes de vision. Leurs succès ne sont pas dus à la chance, mais à leur capacité à maintenir une image mentale claire de ce qu'ils voulaient créer et à discipliner toutes leurs énergies vers la réalisation de cette vision. Une vision est comme un phare dans la nuit. Elle donne une direction, même dans les moments d'incertitude. Elle inspire l'action même face à l'adversité. Elle nourrit la persévérance car elle offre une destination claire. Sans vision, le navire de votre vie dérive sans but, et n'importe quel vent le poussera dans une direction imprévue. Avec une vision, vous devenez le capitaine, traçant un cap précis. La noblesse de la vision est cruciale. Une vision purement égoïste, axée uniquement sur l'accumulation personnelle sans considération pour autrui, peut attirer des richesses, mais celles-ci seront souvent éphémères, dépourvues de paix et d'harmonie. Elles ne porteront pas le fruit de la vraie abondance. Une vision noble, en revanche, est alignée avec les lois universelles de la générosité et du service. Elle attire à elle des énergies positives, des collaborations fructueuses et une prospérité qui dure et qui nourrit l'âme. Le caractère discipliné de la vision est tout aussi important.
Ce n'est pas suffisant d'avoir une belle vision, il faut la cultiver, la protéger, la renforcer chaque jour. Cela signifie la visualiser régulièrement, l'affirmer avec foi et aligner chaque pensée et chaque action sur sa réalisation. Une vision disciplinée est celle qui ne se laisse pas détourner par les doutes, les critiques, les échecs temporaires ou les distractions. Elle est une flamme intérieure qui brûle avec une intensité constante. Je me souviens d'un jeune entrepreneur plein d'idées, mais qui peinait à concrétiser ses projets. Il était brillant, mais ses pensées étaient comme des papillons virevoltants, passant d'une fleur à l'autre sans jamais se poser. Ses visions étaient grandioses, mais elles changeaient constamment, s'évanouissant avant d'avoir pris forme. Je lui ai alors conseillé de se plonger dans la sagesse d'Allen. Il a commencé par choisir une seule vision, celle qui le passionnait le plus, et il l'a couchée sur papier avec le plus de détails possible. Il s'est forcé à ne penser qu'à elle, à ne parler que d'elle, à ne travailler que pour elle. Au début, ce fut difficile. Les vieilles habitudes de dispersion mentale le tiraient en arrière. Mais il a persévéré. Chaque matin, il méditait sur sa vision. Chaque soir, il revoyait les actions de sa journée à la lumière de cette vision. Il a éliminé toutes les distractions, toutes les pensées qui ne servaient pas son objectif. Lentement mais sûrement, son esprit est devenu un laser. Les opportunités ont commencé à apparaître. Les bonnes personnes sont entrées dans sa vie et son projet, d'abord un simple rêve, a commencé à prendre corps avec une rapidité étonnante. Il a manifesté une richesse bien au-delà de ses attentes initiales, non pas par miracle, mais par la pure application de la pensée organisée et d'une vision disciplinée. La richesse matérielle n'est jamais le but final pour James Allen. Elle est le sous-produit d'un esprit qui a appris à maîtriser ses pensées et à les diriger vers une vision noble. Elle est le reflet d'une conscience qui a élevé son niveau de vibration pour s'aligner avec les principes universels de l'ordre et de la création. La pauvreté, inversement, est le résultat d'un esprit désordonné, d'un manque de vision ou d'une vision basée sur des motifs égoïstes et destructeurs. Comment cultiver cette pensée créative et cette vision noble? La clarification de l'intention. Prenez du temps, dans le silence, pour définir avec une clarté absolue ce que représente la richesse pour vous. Ne vous limitez pas à l'argent. Quelle qualité de vie, quelle contribution souhaitez-vous que votre prospérité vous permette d'atteindre? Écrivez-le. La visualisation quotidienne. Une fois votre vision claire, visualisez-la chaque jour comme si elle était déjà réelle. Sentez les émotions associées à sa réalisation. Créez une image mentale si vivante qu'elle imprègne chaque fibre de votre être. Cette pratique ancre la pensée organisée dans le subconscient. Le filtrage des pensées. Devenez le gardien de votre esprit. Chaque fois qu'une pensée de doute, de peur ou de limitation surgit concernant votre vision, reconnaissez-la et remplacez-la consciemment par une pensée d'affirmation et de confiance. Ne laissez aucune pensée discordante miner votre construction mentale. L'alignement de l'action. Chaque action que vous entreprenez devrait être un pas vers la réalisation de votre vision. Si une action ne sert pas votre vision, réévaluez-la. La discipline ne consiste pas seulement à faire ce qu'il faut, mais aussi à ne pas faire ce qui est contraire à votre objectif. La noblesse de l'objectif. Demandez-vous, comment ma richesse, ma réussite, peuvent-elles servir au-delà de moi-même? Comment peuvent-elles contribuer à un bien plus grand? Une vision qui inclut le service aux autres a une puissance d'attraction bien supérieure, car elle résonne avec l'harmonie universelle. En embrassant ces principes, nous ne nous contentons pas de rêver à la richesse, nous la créons. Nous ne sommes plus des passagers passifs, mais des pilotes conscients, capables de tracer notre propre destinée. James Allen nous offre les plans et les outils. À nous de les utiliser avec sagesse et détermination. Le pouvoir de la pensée organisée et d'une vision disciplinée est immense. Mais même la vision la plus noble et la pensée la plus claire doivent être ancrées dans une réalité éthique pour que la richesse soit durable et bénéfique. C'est pourquoi notre prochaine étape nous mènera à l'exploration de l'intégrité financière et comment l'honnêteté est un chemin infaillible vers une prospérité durable en évitant les gains rapides pour construire plutôt que conquérir. Chapitre 5. L'intégrité financière.
Nous avons gravi les échelons de la richesse en explorant la puissance des pensées organisées, la solidité du caractère, le dévouement au travail et la clarté d'une vision noble. Maintenant, nous arrivons à un pilier fondamental de la philosophie de James Allen, un principe aussi ancien que le temps et pourtant si souvent négligé dans la quête frénétique de l'abondance, l'intégrité financière. Pour Allen, l'honnêteté n'est pas qu'une vertu morale. Elle est un chemin infaillible vers une prospérité durable, un magnétisme invisible qui attire et retient la vraie richesse. Dans un monde où les scandales financiers éclatent avec une régularité déconcertante, où l'appât du gain rapide semble justifier toutes les entorses à l'éthique, la voix de James Allen résonne comme un rappel solennel et une promesse certaine. Il affirme que toute richesse bâtie sur la malhonnêteté, la tromperie ou l'exploitation est une illusion. Elle peut sembler brillante un temps, mais elle porte en elle les germes de sa propre destruction. Les lois de l'univers, telles que James Allen les concevait, sont immuables et n'accordent pas de privilèges aux artifices. Ce que l'on sème, on le récolte, et la graine de la malhonnêteté ne peut produire que des fruits amers. L'honnêteté comme chemin infaillible vers une prospérité durable est le cœur de ce chapitre. L'honnêteté, dans son sens le plus profond, n'est pas seulement l'absence de mensonges ou de tricherie. C'est une transparence radicale, une intégrité sans faille dans toutes les pensées, les paroles et les actions. C'est être en alignement parfait avec la vérité, tant envers soi-même qu'envers les autres. Quand un homme est honnête, sa réputation devient son plus grand capital. La confiance qu'il inspire est un aimant qui attire les opportunités, les partenaires fiables, les clients fidèles. Pensez à un fleuve. Si son cours est pur et sans entrave, l'eau s'écoule librement et nourrit la terre sur son passage. Mais si le fleuve est pollué ou barré par des obstacles, son eau devient stagnante, voire toxique. De même, la prospérité est un flux. L'honnêteté maintient ce flux pur et libre. La malhonnêteté crée des barrages, des turbulences, qui finissent par assécher la source. Un gain malhonnête, même s'il semble rapide, est comme une blessure dans le flux de l'abondance. Il crée une dette karmique invisible, une perturbation énergétique qui finira par exiger un prix souvent plus élevé que le gain initial. L'honnêteté financière ne se limite pas aux grandes transactions, elle se manifeste dans les petits détails du quotidien. Payer ses dettes à temps, honorer ses engagements, ne pas exagérer la valeur de ses produits ou services, ne pas profiter de l'ignorance d'autrui. Chaque petite action d'intégrité renforce le caractère et solidifie les fondations de la richesse durable. Chaque entorse à l'honnêteté, même minime, crée une fissure dans cet édifice. Ceux qui bâtissent leur fortune sur des principes d'honnêteté et d'intégrité dorment en paix. Leur richesse est un sous-produit de leur caractère, et non une source d'angoisse ou de peur d'être découverts. Ils sont libres de la peur de la perte, car ils savent que la source de leur abondance est en eux, dans leur alignement avec les lois universelles. C'est une richesse qui non seulement dure, mais qui apporte une profonde satisfaction et un sentiment de dignité. L'histoire est parsemée d'exemples d'individus et d'entreprises qui, animés par une intégrité sans faille, ont bâti des empires durables, respectés par tous. Leur fortune n'était pas seulement matérielle, elle était aussi une fortune de réputation, de confiance, de bienveillance, des actifs inestimables qui ne peuvent être achetés par l'argent. Le corollaire direct de l'intégrité financière est la nécessité d'éviter les gains rapides, construire plutôt que conquérir. L'illusion du gain rapide est l'un des pièges les plus dangereux sur le chemin de la richesse durable. Elle promet une gratification instantanée, mais elle détourne l'attention des principes fondamentaux de la patience, de la diligence et de la construction progressive. La mentalité de conquête vise à prendre, à exploiter, à s'enrichir au détriment des autres ou du système. Elle est animée par l'avidité et une vision à court terme. Cette approche peut certes générer des profits immédiats, mais elle ne crée rien de solide. Elle épuise les ressources, détruit les relations et finit par s'autodétruire. C'est comme vouloir récolter sans avoir semé, ou couper un arbre sans en prendre soin. La nature ne se plie pas à de telles exigences. James Allen nous dirait que la vraie richesse est le fruit d'une construction patiente et délibérée. C'est le résultat d'un investissement de temps, d'effort, d'intégrité et de valeur. C'est le processus par lequel un homme sème des graines de service, de travail bien fait, de pensée organisée
et attend patiemment la récolte. Chaque pas est réfléchi, chaque fondation est solidement posée. Considérez l'image d'une cathédrale séculaire. Elle n'a pas été construite en un jour ni par une seule génération. Chaque pierre a été taillée avec précision. Chaque arc a été élevé avec un savoir-faire méticuleux. C'est le fruit d'une vision à long terme, d'une patience infinie et d'un dévouement sans faille à la qualité. Une telle œuvre d'art est intemporelle et durable. De même, la richesse durable est le chef-d'œuvre d'une vie construite avec intention et intégrité. Les gains rapides, en revanche, sont souvent le résultat d'une spéculation excessive, de la négligence des risques, de la manipulation ou d'une chance éphémère. Ils ne nourrissent pas le caractère, n'enseignent pas la patience et ne développent pas la sagesse. Ceux qui les poursuivent vivent dans un état constant d'anxiété, craignant la prochaine chute, car ils savent inconsciemment que ce qu'ils ont acquis n'est pas enraciné dans la vérité. J'ai personnellement rencontré des individus qui avaient connu des succès fulgurants par des coups financiers. Ils racontaient leurs exploits avec bravade, mais au fil du temps, leurs fortunes s'évanouissaient aussi vite qu'elles étaient apparues. Leur vie était un cycle de hauts et de bas extrêmes, sans la paix ni la satisfaction. Leurs gains n'avaient pas été construits sur des principes, mais sur des opportunités fugaces. Ils étaient des conquérants éphémères, pas des bâtisseurs durables. Leur esprit restait agité, incapable de trouver la sérénité que seule une richesse solidement établie par l'intégrité peut apporter. L'approche de James Allen est radicalement différente. Il nous invite à devenir des bâtisseurs. Cela signifie cultiver la patience, comprendre que la vraie richesse est un processus, pas un événement instantané. Accepter que les fruits de nos efforts ne seront pas toujours visibles immédiatement. Miser sur la qualité et la valeur, se concentrer sur la création de produits ou de services d'une valeur réelle, qui répondent à un besoin authentique et qui apportent un bienfait durable aux autres. Bâtir des relations solides, traiter les clients, les partenaires, les employés avec respect et équité. La confiance mutuelle est un actif inestimable qui multiplie la richesse. Investir en soi. Développer son caractère, ses compétences, sa sagesse. C'est le capital le plus sûr et le plus rémunérateur. Penser à long terme. Prendre des décisions non pas en fonction du profit immédiat, mais de leur impact sur le long terme, sur la durabilité et sur le bien-être général. L'intégrité financière est une forme d'alignement avec les lois de l'univers. Quand on agit avec honnêteté, on crée une résonance vibratoire qui attire la prospérité harmonieuse. Quand on préfère construire plutôt que de conquérir, on s'inscrit dans un processus de croissance naturelle et durable. C'est une voie qui demande discipline et foi, mais dont les récompenses sont infiniment plus riches et plus profondes que les gains éphémères de la malhonnêteté. James Allen nous exhorte à ne jamais compromettre notre intégrité pour un gain matériel, car ce faisant, nous perdons quelque chose de bien plus précieux. Notre paix intérieure, notre dignité est la source de toute prospérité véritable. La richesse qui s'accumule dans le calme d'un esprit honnête est une bénédiction, non un fardeau. Nous avons vu comment l'honnêteté et la patience sont les gardiens d'une prospérité durable. Cependant, au-delà de ces principes d'action et de caractère, il existe un état d'être qui magnétise le succès bien plus que n'importe quelle stratégie extérieure. C'est la paix intérieure, l'état suprême de la conscience qui attire l'abondance sous toutes ses formes. C'est ce que nous explorerons au prochain chapitre, la paix intérieure et la prospérité, et l'importance de cultiver la tranquillité d'esprit pour attirer le succès. Chapitre 6. La paix intérieure et la prospérité. Nous avons exploré les fondations de la richesse durable, l'ordre mental, la puissance du caractère, le dévouement au travail, la clarté de la vision et l'intégrité inébranlable. Maintenant, nous allons aborder un aspect de la sagesse de James Allen qui transcende toutes ces disciplines, un état d'être qui, à lui seul, magnétise le succès et l'abondance avec une force silencieuse mais irrésistible. Il s'agit de la paix intérieure et de son importance capitale pour cultiver la tranquillité d'esprit afin d'attirer le succès. C'est ici que la richesse cesse d'être une simple accumulation pour devenir un état de conscience, une richesse comme état de vibration. Dans la quête effrénée de la fortune matérielle, nombreux sont ceux qui sacrifient leur paix d'esprit, pensant qu'ils la trouveront une fois les richesses acquises.
Mais James Allen renverse cette perspective. Pour lui, la paix intérieure n'est pas une destination lointaine à atteindre après la réussite. Elle est la condition préalable à toute prospérité véritable et durable. Un esprit agité, tourmenté par l'inquiétude, la peur ou l'avidité, ne peut jamais être un terrain fertile pour l'abondance. Il est comme un sol aride et battu par les vents, incapable de nourrir les graines de la réussite. La tranquillité d'esprit est le calme au centre de la tempête. C'est la capacité à maintenir une sérénité inébranlable, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce n'est pas une passivité, ni une indifférence, mais une force active. Un esprit tranquille est un esprit clair, capable de voir au-delà des illusions, de prendre des décisions judicieuses sans être aveuglé par les émotions. C'est dans ce calme que l'intuition peut s'exprimer, que la sagesse peut émerger et que les solutions aux problèmes les plus complexes se révèlent. Un homme dont l'esprit est en paix émet une vibration d'ordre et d'harmonie. Cette vibration est magnétique. Elle attire à lui les opportunités qui résonnent avec cet ordre, les personnes qui vibrent sur la même fréquence de sérénité, et les circonstances qui favorisent la croissance et l'abondance. À l'inverse, l'inquiétude constante, le stress chronique, la peur du manque émettent une vibration de désordre et de pénurie. Ces vibrations repoussent le succès et attirent les situations qui confirment ces états de peur. La loi de l'attraction n'est pas un mystère. Elle est la loi de la résonance vibratoire. Pensez à un lac. Quand ses eaux sont agitées par le vent, le fond est obscurci par la boue et les reflets sont déformés. Mais quand les eaux sont calmes, le fond devient clair et le ciel s'y reflète parfaitement. De même, un esprit agité est incapable de voir les opportunités, de saisir la vérité ou de réfléchir clairement. Un esprit paisible, en revanche, est un miroir limpide dans lequel la réalité se reflète avec clarté et où les solutions aux défis se révèlent avec évidence. James Allen insiste sur le fait que l'agitation mentale est la cause principale de la pauvreté, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle et émotionnelle. L'homme inquiet ne peut jamais être pleinement productif. Son énergie est dispersée par le stress. Ses décisions sont souvent guidées par la peur et non par la sagesse. Il vit dans un état de contraction, repoussant ainsi l'expansion de l'abondance. La tranquillité d'esprit est donc non seulement un état désirable, mais une condition essentielle à toute forme de prospérité durable. J'ai eu l'occasion d'observer cette loi en action à de nombreuses reprises. Un ami proche, un entrepreneur brillant, traversait une période de grande incertitude financière. Les dettes s'accumulaient, les projets stagnaient. Il était constamment en état de panique, ses nuits étaient courtes, ses pensées agitées. Plus il s'inquiétait, plus la situation semblait s'aggraver. C'était un cercle vicieux. Il a fini par s'épuiser. Un jour, au bord du gouffre, il a décidé d'abandonner le combat et de s'abandonner à la paix, coûte que coûte. Il a commencé à méditer, à marcher dans la nature, à cultiver le silence intérieur. Il a accepté sa situation sans pour autant abandonner ses efforts. Mais cette fois, ses efforts étaient teintés de calme et non de désespoir. Ce fut un tournant. Sans que rien ne change d'abord à l'extérieur, son état intérieur s'est transformé. De cette tranquillité sont nées de nouvelles idées, des solutions qu'il n'avait pas pu voir auparavant. Il a pris des décisions avec une clarté et une confiance qu'il n'avait plus connues depuis longtemps. Comme par magie, les bonnes personnes ont commencé à apparaître, les opportunités se sont présentées, et en quelques mois, la situation s'est non seulement redressée, mais il a atteint un niveau de prospérité et de paix qu'il n'avait jamais imaginé. Son histoire est la preuve vivante que le calme n'est pas l'absence d'action, mais le fondement de l'action juste et efficace. La richesse a suivi sa paix, ce qui nous mène à la compréhension profonde que la richesse est un état de vibration. Chaque pensée, chaque émotion, chaque être émet une fréquence vibratoire unique. James Allen nous enseigne que la richesse n'est pas simplement une quantité d'argent ou de biens. C'est un certain état de conscience, une vibration spécifique qui, lorsqu'elle est cultivée en nous, attire à elle des manifestations matérielles qui correspondent à cette fréquence. Lorsque notre esprit est empli de gratitude, de générosité, de joie, de paix et de confiance, nous vibrons à une haute fréquence. Cette fréquence est intrinsèquement alignée avec l'abondance de l'univers. Les opportunités, les ressources et les relations favorables
se mettent alors à résonner avec nous et à se manifester dans notre réalité. C'est une loi de la physique spirituelle. Des vibrations similaires s'attirent. Inversement, lorsque nous vibrons sur des fréquences de peur, de manque, d'envie, de colère ou de ressentiment, nous repoussons l'abondance. Ces vibrations de basse fréquence créent un champ énergétique qui attire les situations de pénurie et de conflit, confirmant nos craintes intérieures. Il est donc vain de chercher la richesse matérielle si notre vibration intérieure est celle de la pauvreté et de l'agitation. Il faut d'abord élever sa vibration pour attirer ce que l'on désire. La paix intérieure est la plus haute de ces vibrations d'abondance. Elle est la mélodie fondamentale sur laquelle toutes les autres notes de la prospérité peuvent s'accorder. Un esprit en paix est un esprit en harmonie avec l'univers. Et l'harmonie est la loi de la création. Pour cultiver cette tranquillité d'esprit et élever notre vibration vers la prospérité, James Allen nous inviterait à adopter les pratiques suivantes. La discipline du silence quotidien. Réservez chaque jour un temps, même court, pour le silence absolu. Asseyez-vous, fermez les yeux et respirez profondément. Laissez les pensées passer sans vous y accrocher. Cet entraînement calme l'esprit et renforce le muscle de la tranquillité. La maîtrise de la réaction. Chaque fois que vous vous sentez emporté par l'agitation, la peur ou la colère, faites une pause consciente. Ne réagissez pas immédiatement. Respirez profondément. Demandez-vous: comment puis-je réagir avec calme et sagesse dans cette situation? Cette pause est une opportunité de choisir la paix plutôt que le chaos. La pratique de la gratitude. Chaque matin et chaque soir, listez 5 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant. La gratitude est une émotion à haute vibration qui attire davantage de choses à remercier. Elle déplace votre esprit du manque vers l'abondance. L'acceptation et le lâcher-prise. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et lâchez prise sur l'inquiétude excessive. La peur du futur et le regret du passé sont les plus grands voleurs de la paix intérieure. Vivez pleinement le moment présent, car c'est le seul moment où la vie se déroule. La pensée consciente. Soyez vigilant quant à la qualité de vos pensées. Chaque fois qu'une pensée de manque, de doute ou de peur surgit, reconnaissez-la et remplacez-la délibérément par une pensée de confiance, de foi et d'abondance. Vous êtes le jardinier de votre esprit. Choisissez les graines que vous y plantez. La nature et la contemplation. Passez du temps dans la nature. La nature est l'expression de l'ordre parfait et de la paix. Observez la tranquillité d'un arbre, le flux d'une rivière, le silence des montagnes. Laissez cette harmonie vous imprégner et calmer votre esprit. En cultivant la paix intérieure, nous ne faisons pas que nous sentir mieux, nous transformons activement notre champ vibratoire. Nous devenons des aimants pour la prospérité, des phares pour le succès. La richesse, pour James Allen, est le signe extérieur d'un ordre intérieur, d'un esprit calme et harmonieux qui a appris à raisonner avec les lois de l'univers. C'est une richesse qui ne peut être perdue, car sa source est en nous. Cette sagesse nous révèle que la prospérité est un état d'être avant d'être un état d'avoir. Un homme en paix est déjà riche, et cette richesse intérieure attirera les manifestations extérieures qui lui correspondent. Nous avons maintenant traversé les arcanes de la pensée créatrice, du caractère inébranlable, du travail sacré, de la vision noble et de l'intégrité sans faille. La paix intérieure est la mélodie qui unit tous ces éléments. Mais il reste une dernière dimension de la richesse à explorer, celle qui donne son sens le plus profond à toute accumulation et qui transforme l'abondance personnelle en une force de transformation pour le monde. Notre dernier chapitre nous mènera à la richesse comme service, et comment donner de la valeur avant de chercher à recevoir pour comprendre que la richesse ultime est celle qu'on partage. Chapitre 7, la richesse comme service. Nous voici arrivés à l'apogée de notre exploration des clés de la richesse de James Allen, au principe qui donne un sens profond à toutes les disciplines que nous avons abordées. Après avoir compris que la richesse naît de la pensée organisée et forgée par le caractère, se manifeste par le travail diligent, est guidée par une vision noble et est sécurisée par l'intégrité et la paix intérieure, nous découvrons la vérité ultime. La richesse comme service. C'est ici que la boucle se boucle et que l'abondance personnelle se transforme en une force de bien pour le monde.
Pour Allen, le secret de la prospérité durable et épanouissante réside dans le fait de donner de la valeur avant de chercher à recevoir, car la richesse ultime est celle qu'on partage. Dans la vision matérialiste du monde, la richesse est souvent perçue comme une fin en soi, une accumulation qui vise à satisfaire les désirs personnels. Mais James Allen nous offre une perspective radicalement différente et bien plus élevée. Pour lui, la vraie richesse n'est pas ce que l'on prend, mais ce que l'on donne. Elle n'est pas ce que l'on garde, mais ce que l'on partage. C'est une loi universelle d'échange, un principe cosmique qui régit le flux de toute abondance. Donner de la valeur avant de chercher à recevoir est une philosophie de vie et une stratégie infaillible pour attirer la prospérité. Cela signifie se concentrer sur la création de bienfaits pour les autres, sur la résolution de leurs problèmes, sur l'apport d'une contribution significative, sans attendre immédiatement une contrepartie. C'est l'esprit du service désintéressé. Lorsque vous vous focalisez sur la valeur que vous pouvez offrir au monde, vous activez une loi de réciprocité. L'univers, tel un écho parfait, vous renvoie ce que vous émettez, multiplié. Pensez à un fermier. Il ne se plaint pas de ne pas avoir de récolte avant d'avoir semé. Il prépare le sol, plante les graines, les nourrit avec soin, les protège, il donne de son temps, de son énergie, de son savoir-faire. Et ce n'est qu'après avoir donné généreusement que la terre, à son tour, lui offre une récolte abondante. De même, dans le domaine de la richesse, celui qui sème des graines de valeur, d'aide, de solutions pour autrui, verra inévitablement sa propre vie fleurir de prospérité. Les plus grandes fortunes durables ont presque toujours été bâties sur la capacité à résoudre des problèmes pour un grand nombre de personnes, à offrir des produits ou des services qui améliorent la vie. Leurs créateurs n'ont pas d'abord pensé à comment devenir riche, mais à comment servir le plus grand nombre. L'argent n'était que le baromètre de la valeur qu'ils avaient apportée au monde. Si votre objectif principal est de recevoir sans donner, le flux sera bloqué, car la nature déteste le vide. L'univers ne peut donner qu'à celui qui donne. Cette mentalité de service exige une véritable empathie et une compréhension des besoins d'autrui. Elle demande de se poser la question « Comment puis-je être utile ?» avant de se demander « Comment puis-je m'enrichir ?» C'est un changement radical de perspective qui déplace l'attention de l'égocentrisme vers la contribution. Et paradoxalement, c'est ce déplacement qui ouvre les vannes de la vraie richesse. L'histoire de la prospérité regorge de témoignages de cette loi. J'ai vu des petites entreprises prospérer de manière extraordinaire, non pas grâce à des stratégies marketing agressives, mais grâce à une obsession authentique pour la satisfaction de leurs clients. Les propriétaires étaient des donneurs de valeur. Ils allaient au-delà des attentes, offraient un service impeccable, écoutaient les besoins de leurs clients avec attention. Leur attitude n'était pas celle du « comment puis-je prendre l'argent de ce client », mais du « comment puis-je ajouter de la valeur à la vie de ce client ». Et par cette simple mais puissante intention, la prospérité est venue à eux de manière naturelle et abondante. Ils n'avaient pas conquis la richesse, ils l'avaient attirée par le service. Ceci nous amène à la vérité culminante, la richesse ultime est celle qu'on partage. Pour James Allen, la véritable abondance n'est pas une richesse gardée jalousement, mais une richesse mise au service du bien commun. Accumuler des biens pour le seul plaisir de l'accumulation est une voie qui mène à la vacuité et à l'isolement. La joie la plus profonde, la satisfaction la plus durable ne proviennent pas de la possession, mais de la contribution, de la générosité, de la capacité à utiliser sa prospérité pour élever les autres. Le partage n'est pas une diminution de sa propre richesse, c'est une multiplication. C'est comme la lumière d'une bougie, elle ne perd rien de sa flamme en allumant d'autres bougies. Au contraire, elle illumine davantage le monde. Quand vous partagez votre richesse, qu'elle soit matérielle, intellectuelle ou spirituelle, vous ouvrez un canal pour que davantage d'abondance puisse circuler à travers vous. La générosité est une loi de l'univers. Ce que vous envoyez, vous le recevez en retour, souvent sous des formes inattendues et enrichissantes. La richesse partagée construit des ponts, des communautés, des opportunités pour tous. Elle crée un cycle vertueux où chacun bénéficie de la prospérité de l'autre. Un homme riche qui utilise sa fortune pour créer des emplois, financer l'éducation, soutenir la recherche ou soulager la souffrance ne se contente pas d'accumuler.
Il sème des graines de prospérité pour des générations entières. Son héritage n'est pas seulement financier, il est spirituel, moral, humain. Allen nous invite à considérer la richesse non pas comme une propriété privée, mais comme une ressource universelle qui nous est confiée pour être gérée avec sagesse. Nous sommes des intendants et notre responsabilité est de faire fructifier cette ressource pour le bien de tous. La richesse qui n'est pas partagée finit par s'atrophier, à la fois pour l'individu et pour la société. Elle devient une énergie stagnante, sans vie. Je me suis un jour entretenu avec un homme qui, après avoir bâti une fortune considérable, s'est retrouvé dans une profonde dépression. Il avait tout ce que le monde pouvait offrir, mais ressentait un vide insondable. Il a fini par consulter un sage qui lui a simplement dit « Mon ami, la vie est un fleuve, pas un réservoir. L'eau qui ne coule pas devient stagnante. » L'homme a réfléchi à ces mots et a commencé à donner. Il a investi dans des projets sociaux, a soutenu des jeunes talents, a aidé des personnes dans le besoin. Au fur et à mesure qu'il partageait sa richesse, non seulement son vide s'est rempli, mais une joie profonde et une satisfaction durable ont inondé son être. Il a compris que la vraie richesse n'était pas dans la possession, mais dans le don. Ses biens matériels avaient pris un sens bien plus grand en devenant des instruments de service. Le partage ne se limite pas à l'argent. C'est aussi partager son temps, ses compétences, sa sagesse, son énergie. Un mot d'encouragement partagé avec une personne découragée est une richesse. Une idée partagée qui aide quelqu'un à résoudre un problème est une richesse. L'écoute attentive que l'on offre à un ami est une richesse. Chaque acte de partage, aussi petit soit-il, multiplie la lumière dans le monde et en nous. Pour incarner la richesse comme service, James Allen nous inviterait à ces pratiques. L'intention de donner. Avant chaque interaction, chaque projet, demandez-vous « Quelle valeur puis-je apporter ici? Comment puis-je servir ?» Faites de cette intention de donner le point de départ de toutes vos actions, même les plus petites. La générosité consciente. Pratiquez la générosité, non pas comme une obligation, mais comme un acte de joie. Donnez de votre temps, de votre argent, de vos compétences, de votre attention, avec un cœur ouvert et sans attente de retour. Voyez le don comme une affirmation de votre propre abondance. Le partage de la sagesse. Si vous avez acquis des connaissances, des compétences, des expériences, partagez-les avec ceux qui peuvent en bénéficier. Soyez un mentor, un guide, un enseignant. Votre sagesse se multiplie en étant partagée. La gratitude pour la capacité à donner. Remerciez l'univers pour la capacité que vous avez de donner et de servir. Cette gratitude renforce la vibration de l'abondance et attire davantage d'opportunités de contribution. Vivre la richesse comme un flux. Comprenez que la richesse n'est pas une entité statique à accumuler, mais un flux dynamique. Laissez-la circuler à travers vous. Recevez avec gratitude et donnez avec joie. C'est dans ce mouvement que la vraie prospérité s'épanouit. En adoptant la richesse comme service, nous transcendons la vision étroite de l'accumulation personnelle pour embrasser une conception plus vaste et plus noble de l'abondance. Nous ne devenons pas seulement des individus prospères, mais des canaux de prospérité pour le monde. James Allen nous montre que la richesse ultime n'est pas mesurée par ce que nous possédons, mais par la valeur que nous créons et le bien que nous partageons. C'est la voie vers une abondance qui nourrit l'âme et qui illumine le monde. Nous avons maintenant exploré les 7 clés de la richesse selon James Allen, de la pensée à la paix, et enfin au service. Il est temps de rassembler tous ces fils, de les tisser en une vision cohérente et d'offrir une invitation finale à embrasser cette sagesse pour transformer votre vie. La conclusion nous attend pour résumer ces leçons et vous lancer dans l'action. Nous avons achevé un voyage profond et transformateur à travers la sagesse intemporelle de James Allen, explorant les véritables clés de la richesse. Ce n'était pas une quête pour des trésors cachés à l'extérieur, mais une exploration des richesses insoupçonnées qui résident en chacun de nous. À travers chaque chapitre, une vérité fondamentale s'est révélée, nous invitant à transformer notre perception de la prospérité. Nous avons d'abord compris que l'origine de toute richesse réside dans l'esprit. Nos pensées ne sont pas de simples vagabondages, mais des graines qui,
une fois semées avec intention et cultivées par une attitude intérieure juste, manifestent inévitablement notre réalité extérieure. La prospérité n'est jamais un accident, elle est toujours le prolongement d'un ordre mental que nous créons ou la conséquence d'un désordre que nous laissons s'installer. L'esprit est le jardin, et nos pensées sont les semences qui déterminent la récolte. Puis, nous avons découvert que la puissance du caractère est le sol fertile sur lequel cette richesse peut s'épanouir. La discipline intérieure n'est pas une contrainte, mais une liberté, nous forgeant la maîtrise de soi nécessaire à toute réussite durable. La force morale et le calme intérieur se sont révélés être des piliers inébranlables, des qualités qui non seulement nous élèvent personnellement, mais qui magnétisent aussi les opportunités et la confiance du monde extérieur. Sans caractère, toute fortune est un château de cartes. Le rôle du travail comme fondement s'est ensuite imposé avec évidence. Loin d'être une corvée, le travail bien fait est une clé d'harmonie et d'abondance, un acte sacré qui, lorsqu'il est accompli avec conscience et dévotion, crée de la valeur au-delà de toute mesure. L'esprit dans lequel on agit est plus important que l'action elle-même, car l'esprit dans lequel on agit détermine le fruit qu'on récolte. Chaque tâche, grande ou petite, est une opportunité d'exprimer l'excellence et de semer les graines de la prospérité. Nous avons ensuite exploré comment la pensée créative et la vision sont les plans architecturaux de notre fortune. Créer sa richesse à partir de la pensée organisée n'est pas de la rêverie, mais une science exacte. Le pouvoir d'une vision noble et disciplinée agit comme un phare, guidant nos énergies et nos actions vers la concrétisation de nos idéaux les plus élevés. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'atteindre, à condition que la vision soit claire et maintenue avec persévérance. L'importance de l'intégrité financière nous a rappelé que l'honnêteté n'est pas seulement une vertu, mais un chemin infaillible vers une prospérité durable. Les gains rapides et les raccourcis éthiques sont des illusions dangereuses. La vraie richesse se construit avec patience et diligence, en offrant de la valeur plutôt qu'en cherchant à conquérir à tout prix. La confiance et la réputation sont des capitaux inestimables que seule l'intégrité peut bâtir et maintenir. Puis nous avons plongé dans la compréhension que la paix intérieure et la prospérité sont intrinsèquement liées. Cultiver la tranquillité d'esprit est le magnétisme le plus puissant pour attirer le succès. La richesse, bien au-delà de sa forme matérielle, est avant tout un état de vibration, une fréquence que nous émettons. Un esprit calme, serein et positif vibre à une haute fréquence, attirant à lui l'abondance sous toutes ses formes, tandis que l'agitation et l'inquiétude repoussent le flux de la prospérité. Enfin, le voyage a culminé avec la révélation de la richesse comme service. La plus grande clé de l'abondance est de donner de la valeur avant de chercher à recevoir. C'est en se concentrant sur la contribution et le bien des autres que les portes de la prospérité s'ouvrent grandement. Car la richesse ultime est celle qu'on partage. C'est dans le don désintéressé, dans la générosité de l'esprit, du temps et des ressources, que l'abondance se multiplie et trouve son sens le plus noble et le plus épanouissant. Le message profond et intemporel de James Allen est donc une invitation pressante à l'introspection et à l'action consciente. La richesse n'est pas une quête extérieure, mais une transformation intérieure. Vous n'êtes pas un simple réceptacle passif de la fortune ou du malheur. Vous êtes un créateur, un architecte de votre propre destinée. Chaque pensée que vous choisissez de cultiver, chaque attitude que vous adoptez, chaque action que vous entreprenez avec diligence et intégrité, chaque acte de service que vous offrez, sont les instruments avec lesquels vous sculptez votre réalité. Commencez dès aujourd'hui. Observez vos pensées, purifiez vos intentions, renforcez votre caractère, travaillez avec conscience, nourrissez une vision noble, agissez avec intégrité et cultivez la paix intérieure. Et par-dessus tout, cherchez toujours à donner de la valeur et à partager l'abondance que vous recevez. En appliquant ces clés, non seulement vous attirerez la richesse matérielle, mais vous bâtirez une vie de paix, de joie, de sens et de contribution. Une richesse qui ne peut être ni volée ni perdue, car elle réside dans l'être que vous êtes devenu. Si cette exploration des profondeurs de la sagesse de James Allen a éclairé votre chemin, si elle a allumé en vous une nouvelle étincelle de compréhension et d'inspiration, alors nous vous invitons à poursuivre cette aventure avec nous.
Chez les rares livres, notre passion est de dénicher et de partager ces trésors de sagesse, ces ouvrages qui ont le pouvoir de transformer des vies. Chaque livre est une clé, chaque résumé une nouvelle porte ouverte. Pour ne manquer aucune de ces pépites, pour continuer à nourrir votre esprit et votre âme avec des connaissances qui élèvent et inspirent, nous vous encourageons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous dès maintenant à Les Rares Livres et activez la cloche des notifications. Votre soutien nous permet de continuer notre mission et de vous apporter encore plus de savoirs rares et précieux. La richesse de l'esprit est le premier pas vers toutes les autres richesses. Faites ce pas avec nous.